Un pied devant l'autre, c'est ce qui s'appelle avancer. Avancer, oui, mais alors où on avance vers le nouveau studio ? Oui, vers le nouveau studio de Radio Méga, au 40 rue Bouffier à Valence, là où nous enregistrons notre émission Underscore. Voilà, même qu'on fait du zèle, on en enregistre 2 fois de suite, oui. parce qu'on se gourre, et du coup ça arrive. Et du coup, bah voilà, le truc il enregistre, mais on sait pas où. Voilà. Mais comme on dit, faire et défaire, c'est toujours du travail. Oui, mais ça a rajouté dans les fails, voilà. C'est comme les Shabok. En informatique, il y a toujours un backup. Et oui, bonjour les auditeurs, bienvenue sur Underscore, donc l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie, comme vous l'avez entendu, de MMN, Rodoudou et Medbel. Bonjour l'équipe. Bonjour Cécile. Hello. Salut tout le monde. Et cette fois encore. Cette fois encore. Du coup, tu vois, c'est aussi naturel, hein. Et oui, rire, tu vois. Et bien, cette fois encore, Rodoudou nous a préparé un sujet sur ta vie de geek. Et c'est pas Rodoudou, c'est Redoudou. Il revient. Redoudou revient. Tout va bien. Voilà, j'ai fait petite chronique geek. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Heureusement qu'on rédige, parce que se rappeler du coup si tu l'avais fait sans le texte. Eh bien, j'ai hâte d'écouter, ou de plutôt réécouter, ce que tu vas nous raconter sur ta vie de geek. Mais avant, de l'actualité. Et Medbel, qu'est-ce que nous avons à l'actu ? Disparition de Torlus. Nous avons appris cet été la disparition de Grégory Estrade. Vous connaissez peut-être comme Torlus. Si vous l'avez croisé lors d'une alchimie, notamment avec son volant, très actif au sein de Silicium, il avait travaillé sur l'ingénierie inverse et l'émulation FPGA de plusieurs consoles, de la Genesis à la Jaguar. Il organisait aussi des cafés pour les jeunes atteints de Parkinson, dont il était également affecté. Eh oui. Et Chat Control est toujours là. La Commission européenne veut toujours faire passer ce projet de règlement pour surveiller nos terminaux après 3 ans de bataille. C'est pas bien. Et non, d'après Next, il est peu probable qu'il soit adopté en octobre, mais il faut rester vigilant. Une plateforme en ligne permet de contacter des eurodéputés, alors n'hésitez pas, tapez vos messages. Noïb Gadging contre YouTube. Poursuivi depuis 2019 sur la base du RGPD, YouTube avait fait traîner la procédure, mais se voit finalement contraint de donner l'accès à ses utilisateurs à leurs données. Eh bien, c'est tout pour l'actualité. Eh ben oui. Nous écoutons une chiptune et on se retrouve avec le sujet du jour fait par Rodoudou. À tout de suite.
Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette musique de sauvage? Aïe, mes oreilles! Mais oui, c'est de la chiptune. Je suis bien sur Radio Cactus, Westrack, Radio Méga. Non, oui, bien sûr. Vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et vous pouvez même retrouver le lien de cette musique sur notre blog underscore.radio.fm. Il s'agissait de Dynamic Range de Michael Hendricks, dont une musique a été réalisée en 1989. Oui, ça nous remonte à loin. Et c'était du Seed, la musique Seed, la plus magnifique des musiques, oui, sur Commodore 64. Et elle a été réutilisée sur une démo qui a été diffusée à la révision 2025, qui a été classée d'ailleurs 8e sur sa catégorie. C'est pas mal ça. C'est ça. Et le site a été utilisé dans des boîtes de nuit, notamment par la fameuse Studio 54 à New York en 1984. Eh ouais, comme quoi, elle a eu plusieurs vies. Mais avant de parler de vie, nous allons justement parler de ta vie, Roudoudou. Et on va t'écouter sur ta chronique. Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans la première chronique geek d'Underscore. Donc, j'ai préparé quelques chroniques. Et donc, à travers ces chroniques, je voulais vous partager ma découverte de l'informatique, tout en vous plongeant dans l'ambiance de ces années-là. Alors, comme beaucoup de gens, je découvre les ordinateurs au cinéma au début des années 80. Donc, par exemple, dans les films 2001, l'Odyssée de l'espace, Superman 3, War Games ou encore Daryl, mais aussi à la télévision avec la série Les Petits Génies. Ouais, WizKids en anglais. Eh oui, comme trop bien ça. Et ce qui est montré alors est évidemment fantasmé et démonstratif, et me concernant, ça fait mouche. Je rêvais de ces machines qu'on pourrait programmer pour les faire parler, discuter, commander des objets à distance. Wow. Alors, l'informatique personnelle existe déjà en France depuis quelques années, mais soyons clairs, elle est réservée soit à une élite aisée et instruite, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois l'argent et l'intelligence pour comprendre que c'était l'avenir, soit au milieu universitaire au sens large, et enfin, comme dans plusieurs films, à l'armée. Alors je précise ceci car c'est ce qui ressort majoritairement des interviews, biographies et autobiographies que j'ai consultées récemment. Et pour pousser ce qui me semble être bien plus qu'une coïncidence, j'aurai moi aussi mes premiers contacts réels avec des ordinateurs dans une colonie de vacances gérée par l'armée. Les militaires avaient recyclé de nombreuses casernes pour en faire des centres de vacances dont pouvaient profiter les enfants du personnel. Donc j'aurai aussi des contacts avec l'informatique au travail de mon père, qui bossait donc pour l'armée, ainsi que chez ma tante, prof, intéressée par l'informatique, et aussi grâce à ma mère, institutrice, qui rapportait parfois l'unique TO7 de l'école à la maison. Alors je reviens sur la colonie, vraiment mon premier contact avec un ordi, le BIDAS titulaire du BAFA, un brevet d'aptitude à l'encadrement d'enfants, nous a brièvement initiés au basique. Nous avions réalisé un compteur qui défile et aussi un programme pour afficher un ciel étoilé multicolore. Oh, tu avais déjà fait ta première démo ? C'était des démos, c'était beau. C'est tout ce dont je me rappelle car nous étions rapidement partis pour aller nous baigner. Au travail de mon père, je jouais avec de grands traceurs HP et je découvrais le langage HPGL pour Hewlett-Packard Graphic Language, avec lequel je concrétisais 2 rêves en un. Inventer mon premier programme et piloter une sorte de robot. C'est-à-dire que les traceurs sont des bras robotisés qui déplacent des feutres sur une feuille. Donc les instructions étaient simples et ressemblaient au logo. Lever le crayon, baisser le crayon, changer de pinceau. Avance 10, tourne droite. Voilà, se déplacer en suivant des coordonnées vectorielles. Comme la tortue. Ouais. Donc quand on a 10 ans, ça met des étoiles dans les yeux, parce qu'il faut se rappeler qu'à la même époque, les téléviseurs n'avaient même pas de télécommande. Et là, on pouvait interagir avec l'écran, le robot, c'était complètement dingue. Alors plus tard, avec le TO7, je découvrirai le logo, un superbe aussi manuel d'apprentissage du basique, et je découvrirai la lenteur des programmes sur cassette. Mais c'est décidé, je serai informaticien et je dois rapidement avoir mon propre ordinateur. Seul souci, je suis au collège et je n'ai pas d'argent. Alors, quand je suis en contact avec un ordinateur, principalement des modèles Amstrad CPC chez les copains, je le reconnais, je joue. Il faut dire que les jeux Amstrad détonnent dans l'univers microludique. Ce sont les plus beaux graphismes du moment, même si cette place sera rapidement prise par l'Atari puis l'Amiga.
Et puis aussi sur cassette avec ces 15 minutes de chargement pendant lesquelles on allait se faire des tartines en cuisine avant de remonter jouer. Et quelques années plus tard, j'aurai enfin mon Amstrad quand mon cousin revendra le sien pour acheter un Atari sur lequel j'irai jouer à nouveau. Je rappelle pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il fut un temps où les supports magnétiques étaient utilisés en informatique, notamment les cassettes audio servaient également aux ordinateurs. Et oui. Et c'était pas rapide. Ouais. Alors, en attendant d'avoir cet Amstrad, ma mère récupère le TO7 désuet de l'école, puisqu'ils étaient passés au nano-réseau de MO5. Et donc, il y a ce pauvre TO7 qui dort dans la réserve et elle le rapporte à la maison définitivement. Je peux me commencer à bricoler des programmes. Donc, avec les instructions graphiques, je dessine en vectoriel, comme je le faisais sur les traceurs, et je commence un jeu d'aventure. Alors, j'ai 10-11 ans, hein, donc pas d'analyseur syntaxique, les choix sont rudimentaires et la narration d'un tout jeune collégien est très linéaire. C'est qu'il faut aussi jongler avec les contraintes techniques de la machine. Pas beaucoup de mémoire, chargement cassette. Je tente quand même des retours dans l'histoire en demandant à l'utilisateur de rembobiner jusqu'à telle valeur du compteur cassette. Les lecteurs informatiques avaient un compteur qui permettait ce genre d'usage. Compteur qu'il ne fallait pas oublier de mettre à 0 avant de lancer le jeu. Sinon, c'est raté. Sinon, t'étais pas synchronisé, en fait. Et donc, en écrivant cette chronique, je rassemblais les souvenirs, je me disais, quand même, mais on revient de loin, là, les cassettes, tout ça. Et pourtant, ça c'est juste ce que j'ai connu, mais c'était loin d'être le pire. C'est-à-dire que ceux qui sont plus vieux que moi, eux, ils ont commencé avec des cartes perforées. Hein. Mais quel enfer en perte de temps. Donc, j'y reviendrai plus loin, mais dans mon esprit, en tout cas, quand je découvre l'ordinateur, ça doit nous faciliter la vie. C'est la théorie. On en est loin encore. Hein. Voilà. Mais surtout quand les tombait, il fallait les remettre dedans et dans l'orte. Mais c'est comme ça que j'imagine l'informatique. Et puis un jour, le précieux arrive à la maison. Donc je sais de suite d'où il vient, je reconnais les jeux, les revues usées. Je devine fortement que c'est celui de mon cousin et on me le confirme rapidement. Je n'aurai pas le montant de la transaction, mais je comprends la réticence de mes parents à mettre de telles sommes dans un ordinateur dont on sait que la durée de vie est limitée. Et encore, je crois que s'ils avaient su que cet ordinateur n'aurait pas une durée de vie de 10 ans, je ne l'aurais pas eu. Mais avoir ma machine à domicile va changer les choses. Et si je continue beaucoup à jouer, je potasse à nouveau le manuel utilisateur, toujours un pavé de 500 pages décrivant les possibilités de la machine, ainsi que la liste des instructions du BASIC intégré. Et ça, c'était bien. Quand on démarrait la machine, on pouvait lancer des programmes, mais surtout, on pouvait programmer directement, sans charger quoi que ce soit. C'était déjà dans l'ordinateur. Et donc, je commence à écrire plein de petits programmes pour faire comme dans les films. Bonjour, comment tu t'appelles ? Ah, salut, ça va ? Oui, tu avais déjà un prompt qui s'affichait dès au démarrage de l'ordinateur. Ouais, c'était quasi instantané. Tu demandes le nom et puis tu fais print, bonjour, Toto Dollar. Et voilà, et j'avais fait des petits outils comme un logiciel de dessin, c'est le grand classique du débutant. Je potasse aussi un peu les livres parlant de langage machine. Les articles d'initiation étaient nombreux dans les revues à l'époque, mais si je comprends ces instructions atomiques que le processeur peut comprendre, il me manque hélas un programme quasi indispensable pour pouvoir programmer, c'est l'assembleur lui-même. C'est-à-dire un programme qui transforme les instructions texte en langage machine pur, les fameux codes binaires. Comme il y a finalement assez peu d'instructions, on pourrait les apprendre par cœur, certains l'ont fait, et aller les mettre en mémoire à la main. Mais si j'en connais quelques-unes, ce n'est pas très très pratique. Il faut en permanence calculer des adresses de saut en absolu comme en relatif. Le moindre petit programme devient pénible à écrire en mémoire, ce qui va à l'encontre de l'idée que je me fais de l'informatique. C'est moi qui dois donner du travail à la machine, pas l'inverse. Et pour le coup, ceux qui écrivaient en assembleur, on appelait ça presque des artisans de l'informatique. Et puis avec les cartes perforées en plus au début. Complètement. Qu'importe, cet ordinateur qui possédait un lecteur disquette était incroyable. Alors je vais vous en reparler. Les Amstrad ont eu un succès inattendu en France. Plusieurs camarades de classe en avaient un aussi, alors les échanges allaient bon train.
Fort de la petite Logitech que mon cousin avait constituée, et je dois le dire, pas uniquement de copies sous le manteau, il y avait aussi beaucoup d'originaux. À propos d'originaux, je voulais parler des emballages. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué à l'époque. Les emballages étaient très hétérogènes, loin de l'uniformité des coffrets DVD façon année 2000. À côté du classique double boîtier cassette, ou du moins ce qui s'en approchait visuellement, certains éditeurs optaient pour de grosses boîtes cartonnées, d'autres pour des formats compacts curieux. Imaginez un morceau de polystyrène creux dans lequel s'insérait la disquette et le manuel, entouré d'une couverture en anneau qu'on devait faire glisser pour épouser le morceau de polystyrène. Tout ceci s'abîmait très vite, mais ça avait son charme quand on devait faire sortir ce polystyrène là du carton. Comment ça s'ouvre ce truc ? On est loin de l'emballage Apple qui te fait tomber le téléphone quand tu l'ouvres. Voilà, et donc j'ai vraiment des souvenirs de tout ça. Alors, qui dit succès en France dit aussi un grand nombre d'éditeurs français. Alors, parmi les plus célèbres, il y en a qui sont encore actifs aujourd'hui. Alors, Ubisoft, ça s'écrivait en 2 mots, avant d'être renommé Ubisoft en un seul mot en 2003. Il y avait aussi Infogrames, qui maintenant appartient à Microïd via acquisition. Mais d'anciens éditeurs disparus ont encore une aura certaine pour ceux qui ont connu l'Amstrad, l'Atari ou l'Amiga, Loriciel, Air Informatique, Cobrasoft ou encore Titus. Loriciel qui a commencé avec Loric. C'est pour ça que ça s'appelle Loriciel. Oh, vraiment, tu as l'air d'y connaître. Vraiment, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il y a eu d'autres célébrités, mais de façon plus spécifique à l'Amstrad. Méridien Informatique, un studio, comme son nom l'indique, marseillais, composé de quelques personnes et qui a produit le meilleur copieur de jeux qui soit. Comment dire, en Marseille, on copie les jeux. Aujourd'hui, on peut le dire, cet outil ne servait qu'à copier les jeux, et il a copié presque tout. Sur la fin de vie de l'Amstrad, il arrivait à copier la protection du moment, celle dite hexagone, selon le modèle d'Amstrad que vous aviez. Donc, pour être plus précis, selon le modèle de lecteur de disquette que vous aviez. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôleur disquette est un peu bête. Quand on lui dit d'écrire un secteur, il ne sait pas s'arrêter avant d'avoir terminé. Des éditeurs ont eu la bonne idée de créer un format utilisant un secteur plus grand que la piste. Charge aux machines de duplication professionnelle de s'arrêter avant le tour de piste. Ainsi, quand quelqu'un essayait de copier les données, la fin du secteur venait écraser le début en faisant le tour, et la piste était illisible. La solution technique bête et méchante était d'arrêter le moteur pour l'empêcher de faire le tour. Et c'est là que certains modèles de lecteurs de disquettes arrêtent alors immédiatement d'écrire les données, d'autres non. Et ceci est dû à la détection de l'arrêt moteur par le modèle de lecteur. Donc soit via le signal du moteur, c'est instantané, soit parce qu'il comptait les tours. Et en comptant les tours, le délai ne permettait pas d'arrêter l'écriture assez rapidement. Ouf. Donc ce logiciel était dingue, il copiait presque tout. On pouvait aussi venir changer des octets sur la disquette à la demande, désassembler des données. C'était vraiment un régal pour le bidouilleur. On pouvait mettre des vies infinies dans les jeux. On pouvait rajouter de l'argent. Voilà. Côté utilitaire, de nombreux auteurs ont publié leurs réalisations dans des magazines. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que dans les magasins qu'on pouvait acheter des logiciels. On avait le logiciel dans le magazine, donc c'est une méthode rémunérée de publication qui évitait toute la partie production. Les gens achetaient le magazine et passaient des journées à recopier les codes sur leur ordinateur pour avoir au final un jeu ou un outil qui fonctionne. Et ceci sans faire aucune erreur. Et ceci était possible parce que l'Amstrad avait une mémoire limitée. Il n'empêche que rentrer quelques dizaines de milliers d'octets se traduisait facilement par plus de 100 000 appuis de touche. Alors j'ai fait une estimation, je sors ma calculatrice. Mettons qu'on tape 2 touches par seconde en lisant le listing, ça fait quand même 14 heures de saisie en continu. Dingue, oui, complètement. Peu après, dans la cour de récréation, certains commencent à parler d'Atari, le modèle ST, et de virus informatiques. Ah oui. Et virus informatiques. Déjà. C'est ça. Les vieux ordinateurs, alors l'Amstrad, sont relativement immunisés contre les virus de par leur mode de fonctionnement. Est-ce que tu as précisé que c'était du 8 bits ?
L'Amstrad, Ouais. non, je n'ai pas précisé. Ah oui. Mais c'est une petite capacité mémoire. C'est surtout ça qui a fait que c'était immunisé contre les virus. En effet, la plupart des logiciels ont coutume d'utiliser toute la mémoire sur Amstrad, à tel point que le système d'exploitation lui-même est écrasé. Dans ces conditions, difficiles pour un virus de résister. Sur Amstrad, quand un rare logiciel proposait de quitter et revenir au système, il appelait un vecteur de réinitialisation en ROM. Donc c'est comme si aujourd'hui vous quittiez votre logiciel et que paf, Windows se relançait. Là encore, rien ne survivait. Par contre, il était possible de faire des bombes logiques, un petit programme situé en amont du jeu qu'on exécutait sans savoir que c'était pas le jeu. Et ce programme avait un compteur, il comptait bêtement, et il écrivait sur la disquette son compteur, jusqu'à atteindre un maximum et refuser de fonctionner. Alors en général, ces petites bombes, c'était des blagues qu'on se faisait entre copains pour se narguer, rien de bien méchant. Mais ces premières expériences appelaient déjà à la vigilance. De cette époque, je garde en mémoire le côté social de la machine. Il incitait aux échanges, il existait aussi quelques jeux avec lesquels on pouvait jouer à deux, l'un contre l'autre, mais aussi en coopération. L'absence d'Internet obligeait évidemment à se déplacer chez les uns, chez les autres. Ah bon, on pouvait pas rester chez soi et télécharger les logiciels directement depuis la fibre ? Bah ouais. Ou même la DSL au pire. Oui. Non ? On était geeks, mais on prenait le soleil. Ah oui. Ah. C'est surtout qu'il n'y avait pas tout ça à l'époque. Et non. Et je suis perdu dans le texte. Non. C'est bon. Je me rappelle que j'avais toujours 1 ou 2 disquettes dans la poche quand j'allais au collège, au cas où une nouveauté se présente. Tu croisais le copain, ah, j'ai reçu ça, ah bah tiens, prends ma disquette, tu me le mets. Et... Autre anecdote. Ouais, on vous voit, vous, avec vos clés USB, ça va. Autre anecdote, j'avais apporté l'ordinateur à une boom chez un pote. Et en quelques lignes de basique, on pouvait changer aléatoirement la couleur de l'écran et ça avait fait un effet lumière pour notre soirée dansante. Voilà, donc, Wow, tu faisais déjà vidéo jockey. Je garde cet ordinateur jusqu'au début des années 90. C'est l'époque à laquelle je découvre qu'il existe des démos. Vous connaissez les démos ? je connais. Ça me dit quelque chose. Ouais, je connais. Des programmes censés montrer les talents de ceux qui les faisaient. Le plus souvent des effets visuels donnant l'impression de dépasser les capacités de la machine. Parce que plus fluide, plus grand, plus gros, plus beau. Et c'est au même moment que mon Amstrad rend l'âme. Ah ouais. Enfin, bon, il subit la panne la plus courante. Après avoir mangé encore et encore des disquettes, c'est la courroie du lecteur qui lâche. Et sans courroie, le disque magnétique ne tourne plus et l'ordinateur ne peut plus lire de disquettes. Je peux spoiler l'avenir. Ça se change les cours. C'est que finalement, Roudoudou, un jour, une démo partira au ministère de la Culture pour être visionnée par les gens de là-bas. Et Roudoudou avait fait une démo sur Amstrad et voilà, il y a un retour sur Pourquoi, une revanche sur la vie. Ça peut finir ministère et tout ça. Peu importe que mon Amstrad soit entre guillemets cassé, je continue d'acheter des revues, tant Amstrad d'ailleurs qu'Atari ou PC, car je sais bien qu'il va me falloir changer de machine. Non pas qu'elle soit morte à mes yeux, je continue encore d'utiliser des Amstrad aujourd'hui, mais les technologies progressent et il va falloir suivre. Et là, je reviens sur la perception de mes parents de l'ordinateur qui se devait être un objet comme un autre, c'est-à-dire qu'il dure un certain nombre d'années. Je me rappelle de cet énervement palpable quand j'ai évoqué l'idée de remplacer l'Amstrad par autre chose. Cette fois, par contre, j'avais un peu d'argent. Mais ça faisait combien de temps que tu l'avais ? Ça faisait 2 ou 3 ans, je crois. Ah ouais, ok. Ah, c'est peu là. Cette fois, j'avais un peu d'argent, merci grand-père, et il fallait viser juste. Alors, quel ordinateur acheter ? Je lisais déjà de nombreuses revues, donc alternant les unes et les autres chaque mois pour pas exploser le budget lecture. Je voyais bien que les Atari et les Amiga, les 16 bits, sentaient de plus en plus le sapin. Rien ne presse, je devais d'abord travailler tout l'été en tant qu'animateur, ayant passé le BAFA sur les conseils de ma maman. Je retrouvais mes copains en septembre et certains, comme moi, en embuscade d'une bonne affaire, attendaient. On s'accorde alors à 3 pour mutualiser le budget revue et se concentrer sur celle qui recense le plus de publicité et les meilleures publicités.
un peu délirant, hein, comme si les publicités manquaient de... Comme si les revues manquaient de publicité à cette époque. Ça n'empêche que c'était les seules sources documentaires qu'on pouvait avoir parce qu'il n'y avait pas d'internet on en fait. Accès à internet. On ne pouvait pas appeler les magasins si on n'avait pas les numéros, puis on n'avait pas les tarifs. Et donc, pour le coup, il y avait des pages entières avec que des tarifs, il y avait des grilles, c'était écrit tout petit, mais on avait encore des bons yeux à l'époque. Je me rappelle parce qu'on avait compté les revues qui avaient le plus de pages de pub, hein, pour acheter celle-là spécifiquement et avoir le plus de magasins. Et donc ça se bataillait entre Science et Vie Micro et PC Expert. Et le monde PC est gigantesque, hein, il y a pléthore de constructeurs, les combinaisons des configurations sont infinies. Et c'est l'époque où commençaient à arriver les premiers assembleurs, c'est-à-dire ceux qui assemblent les machines sur Paris. Et je me rappelle, j'avais acheté le mien rue Ledru-Rollin, c'était pas encore Montgalais, hein, ou Charenton, c'était pas encore ces rues-là. Et au bout de quelques mois, chacun savait déjà ce qu'il allait avoir en fonction de son budget, mais c'était un 486. Waouh. Le Graal. Voilà, et ça fera l'objet de plusieurs chroniques. Chouette. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées à ce moment-là, c'était... C'est en bien. 486 épisodes. Voilà. Ah ben il faut arriver jusque-là. Oui, pas, voilà. On n'atteindra peut-être pas le 486. Non, j'imagine. En tout cas, merci Hérododo pour ta chronique de vie de geek. Et j'aurai plaisir de l'écouter de nouveau dans notre podcast underscore.radio.fm et les suites dans les prochaines semaines. On écoute une musique, une petite chiptune encore et on se retrouve tout de suite pour l'agenda. À tout de suite.
Mais c'est encore de la musique de singe. Non, c'est de la musique de chiptune. Oui, c'est de la chiptune. Il s'agissait de Lightened Mind de DMA-SC. Il a fait une belle composition qu'il a présentée cet été à l'Evoque, une démo partie allemande. Et elle a été classée 6e cette fois. C'est dans le registre jazz-funk avec des sons spécifiquement d'Emosen. Et elle a été réalisée sur Fast Tracker 2 avec 12 canaux. C'est un tracker sous DOS, donc sur 486, je suis pas sûr que ça marche, faudrait vérifier, mais il me semble que oui. Hein, si, parce que j'ai testé sur mon 486. Ah oui, comme quoi tu pourrais l'écouter aussi sur cette machine. Ouais. Eh bien, nous allons passer à l'agenda. Et on rappelle que l'agenda est celui de la semaine passée, lors des rediffusions le samedi pour Radio Méga, parce que Cactus et Westrack ne sont pas forcément concernés. Il y a peut-être des événements qui sont... Mais après, c'est vrai que c'est un peu loin aussi. On relayera quand on pourra trouver des événements. Alors, Medbel, on t'écoute pour l'agenda. Les cafés numériques génération d'images par IA. Opportunités et dangers. Analyse d'images à partir d'une sélection d'œuvres générées par IA. C'est sur inscription, tout public dès 12 ans. Le samedi 27 septembre de 15h à 17h à la médiathèque François Mitterrand, la Tour Maubourg, 26 Place, la Tour Maubourg, 26 000 Valence. Et du lien des liens, qu'est-ce que tu nous proposes à faire ou écouter ? Alors, les conférences de Passage en Ster sont dorénavant en ligne. Donc, c'est une conférence organisée notamment par la Reine des Elfes, qu'on avait interviewée il y a quelques temps, et qui s'est déroulée donc cet été à Quimper, inspirée par Passage en Scène, qui, elle, était à Paris. Et vous pouvez aussi lire l'article de Stéphane Bortsmeyer qui revient sur l'événement. Si vous êtes développeur bénévole, un badge important, c'est une petite imagette à rajouter sur la page des projets que vous publiez en logiciel libre et qui n'ont pas vocation à être maintenus. Et pour l'indiquer clairement, ça peut faire gagner du temps si, comme certains, vous publiez une bibliothèque qui vous dit ça peut servir, mais moi j'ai pas le temps, voilà. Et puis ça finit par être utilisé par Google dans Android et tout plein de trucs machin. Ils font des milliards avec, mais c'est vous qui continuez à vous coltiner la mise à jour. Voilà. Et enfin, un éditeur désassembleur directement dans votre navigateur web pour x86, 68000, RISC-V et MIPS avec un débogueur intégré. Donc ça peut intéresser Rodoudou. Ah oui, Rodoudou qui me met un pouce là en me parlant te voyant parler. Je lève mon pouce parce que je pousse tout ce genre de projet. Voilà. Exactement. Eh bien, merci MMU. Passons à l'astrologique. Frottons cette boule. Alors, militaire. Ah bon, guerre thermonucléaire globale, c'était qu'un jeu ? Ah bah mince alors, désolé. Old school. Amstrad. Graphiste. Cette image, elle claque. Oui, c'est une gifle animée. Microsoft. Defender of the Clone. Électronicien. Alors, pour midi, je vais prendre une omelette et en dessert, un cupcake. Pentester. Toc toc toc. N'entrez pas. Ah. Mais c'est la fin. Ah bah oui. C'est la fin de l'émission. Ah déjà. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Mais oui. Amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Et oui, le numéro a été préparé pour la partie Actu, Agenda, aussi astrologique par MMU, Rodoudou pour le sujet du jour, et Medbel à la lecture, et moi également à la lecture. Et bien. Et voilà. Et une deuxième fois, parce que du coup, on bien oui, une deuxième fois, parce qu'on aime. On va y arriver. On aime venir enregistrer nos émissions à Radio Méga, au 40 rue Bouffier à Valence. Tellement qu'on fait des émissions à Blanche. Et ça nous replay beaucoup. Et voilà, ça nous replay exactement beaucoup. Eh bien oui, et sinon, vous pouvez nous retrouver sur Cactus, Westrack ou Radio Méga, selon l'endroit où vous nous écoutez sur cette planète. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau sujet où je crois que ça va parler d'Internet. Ah bon ? Eh oui. Ah. Ça va te plaire. Chouette. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bonjour Emmanuel, bonjour Lulu, bonjour Nebel, bonjour Flo. Hello. Hey,
Fais